une seule phrase, la pédagogie classique, c'est d'affirmer le primat des lettres sur les sciences comme moyen de formation de l'intelligence. Non pas la supériorité de la littérature sur les sciences physiques, ça c'est d'ailleurs ces deux domaines complètement différents, on ne peut pas les classer, mais un système pédagogique, ça vise d'abord à développer des aptitudes intellectuelles, des compétences, comme on dit aujourd'hui, et dans le collège classique, on estimait que les études littéraires développaient plus de facultés intellectuelles que les études scientifiques. En fait, voici les grands principes de la pédagogie humaniste des Jésuites, parce que la pédagogie classique, ça a été d'abord formée par les Jésuites. Alors, l'objectif, c'est de former l'honnête homme, au sens un peu de l'Ancien Régime, mais l'honnête homme chrétien. Alors, la culture générale est le moyen privilégié, mais ça doit être une culture désintéressée, non utilitaire. On forme l'intelligence par les lettres, mais surtout par les lettres anciennes, le latin et le grec. J'expliquerai pourquoi on considérait que c'était un meilleur moyen de formation que le français moderne, par exemple. Mais on se tourne quand même vers le français moderne aussi. On l'inclut, la littérature du grand siècle, le XVIIe siècle, surtout Corneille, c'est l'auteur privilégié. Au niveau philosophique, on s'attache à Aristote et à saint Thomas d'Aquin. Les mathématiques sont également considérées comme un moyen de formation de l'intelligence, mais ils sont mis plutôt en fin de cursus. On dit qu'il faut d'abord développer les aptitudes littéraires et après on développera les aptitudes en mathématiques et dans les autres sciences. L'objectif, c'est de développer l'art de raisonner et de s'exprimer. Et aussi, bien sûr, le jugement qui vient avec. Mais d'abord, les deux moyens de base, c'est développer l'art de raisonner et de s'exprimer. Et je dirais même développer d'abord l'art de s'exprimer et après, ça nous amène à acquérir l'art de raisonner. Et quand on sait raisonner, après, on va pouvoir juger. Il ne s'agit pas d'acquérir ou d'accumuler des connaissances, mais plutôt d'acquérir des habiletés. Le collège classique se voulait définitivement élitiste. C'était un élitisme social avec un esprit d'ancien régime. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on lui a reproché. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'abolit, en fait. Et dans cet esprit, l'être doit passer avant l'avoir ou le faire. Alors, on forme d'abord l'être, l'avoir, c'est-à-dire l'argent, ou le faire, les compétences techniques, c'est après. Montaigne avait résumé cet esprit-là en une belle phrase, « Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine ». Mais le collège classique a été aboli au Québec en 1967 dans le sillage de la réforme Parent. Et cette révolution pédagogique se voit même dans l'architecture des écoles. Alors ici, j'ai voulu établir une comparaison entre le collège de Lévis et le cégep de Lévis. On voit qu'on n'est pas à la même époque et on n'est pas non plus dans le même esprit. Dans tout système scolaire, il doit y avoir une espèce de discipline reine, je dirais une discipline test. Cette discipline-là n'est pas nécessairement utile, mais elle a pour but de développer l'intelligence et les capacités, et elle a surtout pour but de, je dirais, séparer les hommes des enfants, de séparer les bons des pas bons. C'est une discipline test. Avant, c'était le latin. Si en 1900, vous vouliez être accepté dans une faculté de médecine, on regardait si vous aviez des bonnes notes en latin. Maintenant, tout le monde sait que pour être accepté dans une faculté de médecine, on regarde si vous avez des bonnes notes en mathématiques. Mais en réalité, un médecin, dans sa carrière, n'aura pas à utiliser les mathématiques, pas plus que le latin. Alors, pourquoi est-ce qu'on sélectionne les médecins en fonction de ces disciplines-là qui ne leur servent à rien? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, on va regarder les notes en biologie, c'est bien plus proche de ce qu'ils ont à faire? Non, parce que ce que l'on veut, c'est d'avoir des gens intelligents et le système scolaire doit déterminer une matière clé, une matière test. Dans le système classique, c'était le latin et la philosophie. Dans le système moderne, c'est les mathématiques. Dans le système des écoles de mandarin chinois, c'était la poésie. Alors, il fallait faire des beaux poèmes en Chine au temps des empereurs pour être considéré comme valable, être un bon fonctionnaire de l'empereur. Si on regarde les écoles talmudiques, les écoles coraniques,
on insiste beaucoup sur la mémoire. C'est une école talmudique, c'est essentiellement une mémorisation, et on estime dans ce système d'éducation-là que c'est la mémorisation qui est la clé de toutes les autres capacités intellectuelles. Évidemment, c'est important la mémorisation, mais dans le système classique, on visait sur autre chose, c'était surtout l'art de s'exprimer. Mais le fait de choisir une discipline reine plutôt qu'une autre, ça a une influence majeure sur la société. Si vous faites du latin ou de la philosophie, la discipline reine de votre système d'éducation, vous allez développer une société avec l'esprit de finesse. Si vous choisissez les mathématiques, vous allez développer une société avec l'esprit de géométrie. Et c'est là toute la différence entre notre monde moderne, qui est axé sur la technique, et le monde ancien, qui était axé sur la culture. Ici au Québec, on peut voir la différence de notre système d'éducation par deux hommes. C'est assez frappant, mais Pierre Elliott Trudeau a été premier ministre du Canada de 1968 à 1984, et son fils Justin Trudeau est premier ministre depuis 2014. Or, les deux ont fréquenté la même école secondaire, le collège Jean de Brébeuf, qui est encore considéré comme la meilleure école secondaire au Québec. Mais pas à la même époque, puis pas avec le même programme. Mais on peut, en comparant les deux individus, sentir, et ça je pense que tout le monde le sait, tous les journalistes le font remarquer, il y a une différence de niveau culturel entre le père et le fils, même si, par ailleurs, ils ont quand même certains points en commun. L'ancien ministre Vaugeois, j'ai oublié son prénom, Denis Vaugeois, alors il était ministre dans le gouvernement de René Lévesque, faisait une remarque assez intéressante à un moment donné. Il dit « Tout le monde a beaucoup d'admiration pour le fameux cabinet de René Lévesque de 1976. » Et effectivement, quand on regarde les ministres qu'il y avait là-dedans, c'était très impressionnant. On n'a jamais vu une équipe de gens qui avaient d'aussi fortes personnalités et qui avaient des diplômes de l'Université d'Oxford, d'Harvard, de la Sorbonne, qui avaient été partout. Vraiment une élite des élites. Mais Vaugeois faisait remarquer que tous ces gens-là avaient été formés au collège classique. Et que tous ces gens-là, à l'exception d'un seul, Jean de Parisot, venaient tous de familles modestes ou pauvres. Ce n'étaient pas des enfants de riches. Mais ils avaient été formés dans un système d'éducation qui favorisait la mobilité sociale. Aujourd'hui, on porte souvent un regard nostalgique sur le collège classique. Et quelqu'un qui a écrit beaucoup d'ouvrages, il a écrit 3 ouvrages là-dessus, c'est Claude Corbeau, un professeur de philosophie politique, qui a été recteur de l'Université du Québec à Montréal et qui a abordé la question. Je vais vous citer ce qu'il a dit. Il dit que ce cours m'est profondément marqué. J'ai maintes fois eu l'occasion de le constater en mesurant la distance culturelle, pour ne pas dire le gouffre culturel, qui me sépare de ceux et celles qui ont fréquenté l'univers du cégep. Cette distance, je l'ai ressentie à l'occasion de mon retour, après un hiatus d'une vingtaine d'années, à l'enseignement universitaire à l'automne de 1997, parce qu'il avait été pendant 20 ans plutôt dans l'administration, mais là, il revenait en salle de classe, puis il a été surpris de voir comment les étudiants de cégep en 1997 étaient. Responsable d'un cours sur l'histoire de la pensée politique depuis la Grèce antique jusqu'à la Renaissance, je me suis replongé avec délectation dans le monde d'Athènes, de Sparte, de l'Empire romain, retrouvant les débats, les sensibilités, des idées que j'avais déjà découvertes à l'adolescence en lisant les écrivains et les penseurs de l'Antiquité gréco-romaine. Mais dans ma salle de cours, la délectation a vite été ramenée sur terre par la confrontation avec des jeunes gens n'ayant jamais lu une ligne de latin ou de grec, et par l'obligation de fournir, à leur évident appétit d'apprendre, 1000 explications de contexte pour leur permettre de situer la raide aspiration de Platon à une cité juste, capable d'échapper à la corruption du monde sublunaire, les thèses pesantes d'Aristote sur l'esclavage et la prudence avec laquelle il dissecte l'idée de démocratie, ou l'orgueil de la citoyenneté romaine dont se passionnait Cicéron.
Entre les propos qui, empreints d'une réelle nostalgie, condamnent sans appel tout ce qui a suivi la Révolution tranquille en éducation, et ceux qui, typiques de révolutionnaires victorieux, aveugles à leurs propres erreurs et corruptions, condamnent sans appel tout ce qui l'a précédé, j'ai entrepris une démarche de recherche de vérité. Alors donc, il a consacré 3 ouvrages au cours classique qui sont dans un style différent. Le premier, il rassemble tous les témoignages qui ont été faits sur le Collège classique par des Québécois qui se sont illustrés et qui en ont parlé, souvent dans leur mémoire, comme Lionel Groulx, par exemple. Dans le deuxième ouvrage, il présente les écrits des Jésuites sur le Collège classique, donc comment les Jésuites, eux, voyaient ça. Et le troisième, c'est ses souvenirs personnels, parce que lui, il a fréquenté le Collège Jean de Brébeuf je crois que c'est de 1945 à 1953. Jetons un coup d'œil sur ce qu'était le système d'éducation au Québec avant la grande réforme de 1964, avant la création d'un ministère de l'Éducation. On n'avait pas au Québec de ministère de l'Éducation, justement. Alors, ça peut sembler assez bizarre, alors qu'il y en avait un en Ontario depuis 1857. Mais on avait un département de l'instruction publique. Ce département de l'instruction publique était dirigé par le surintendant de l'instruction publique, qui était un fonctionnaire nommé par le premier ministre. Mais il était assisté par le Conseil de l'instruction publique. Le Conseil de l'instruction publique se divisait en 2. Il y avait le comité catholique du Conseil de l'instruction publique et le comité protestant. En fait, notre système était intégralement confessionnel. Des écoles laïques, ça n'existait pas au Québec avant 1965, 68. Donc, c'est un peu comme si on avait... Et puis, bon, le comité s'est réuni ensemble, les catholiques et protestants se sont réunis en 1875 pour prendre la décision de ne plus jamais se réunir ensemble. C'est la seule décision. En fait, donc, c'est comme si on avait 2 ministères de l'Éducation, un pour les catholiques, un pour les protestants. Alors, concentrons-nous sur celui des catholiques. Tous les évêques siégeaient d'office sur le comité catholique du Conseil de l'instruction publique. En 1964, par exemple, il y avait 22 diocèses au Québec, donc il y avait 22 évêques. Le gouvernement nommait 22 laïcs, donc c'était à parité. Mais les laïcs étaient tous de bons catholiques, là. Il n'y avait jamais eu d'anticléricalisme sur ce comité-là. Mais ce qui arrivait, c'était que si un évêque ne pouvait pas assister à une réunion, il avait le droit de se faire remplacer par un autre prêtre. Donc, les évêques étaient toujours sûrs d'avoir 22 votes. Les laïcs, eux autres, n'avaient pas le droit de se faire remplacer. Alors, vous savez que quand vous faites une réunion à 44 personnes, il y a toujours des absents. Donc, parce qu'il y avait toujours quelques laïcs absents, en pratique, les évêques avaient toujours la majorité. Et qui plus est, les évêques se réunissaient avant pour discuter des questions. Ils n'en discutaient pas devant les laïcs. Ils arrivaient avec des positions communes. Donc, on peut dire qu'en pratique, c'était l'épiscopat qui dirigeait le système d'éducation. Et là, je parle du système d'éducation public. Là. Je parle des écoles publiques. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les écoles publiques, c'est presque uniquement des écoles primaires. Il y a très peu d'écoles secondaires publiques. Ça va commencer à apparaître avec les écoles de métier, puis un secondaire général, mais plutôt après 1945. Donc, ça veut dire que l'Église contrôlait le système primaire public, mais il contrôlait aussi le système secondaire qui était privé. En fait, les collèges de garçons et les couvents pour les filles, c'était des écoles privées qui relevaient exclusivement de l'épiscopat. L'objectif du collège classique, c'était définitivement et ouvertement de former des élites. Alors, on ne s'en cachait pas. Mais attention, il ne s'agissait pas nécessairement de former des gens venant des classes riches. Et là-dessus, il y a une confusion qui s'est implantée dans notre perception de l'histoire, mais qui est complètement rejetée par tous les historiens qui ont étudié. Ils sont unanimes là-dessus. Le collège classique n'était pas une école de riches. Pourquoi? C'est parce que à peu près la majorité des étudiants étaient boursiers. Donc, leurs parents ne payaient pas les frais de scolarité ou ne les payaient pas complètement. Et on a fait des calculs, 50% des étudiants du collège classique venaient des classes ouvrières et paysannes. Donc,
Et au niveau des capacités intellectuelles, on estimait qu'il fallait avoir un quotient intellectuel de 115 pour faire le cours classique. Et on faisait des tests de quotient intellectuel à l'entrée, mais 40% des gens qui étaient admis au cours classique ne réussissaient pas les tests d'admission à l'entrée. On les faisait pareil, mais on n'en tenait pas tellement compte. Alors donc, c'est ni la richesse, ni l'intelligence qui déterminait notre capacité à rentrer. C'était quoi finalement qui était le critère? Bien, le critère, c'était les bonnes intentions d'élèves. Alors voici comment ça se faisait. Les curés dans les paroisses faisaient, je dirais, du dépistage. Ils allaient dans les écoles primaires, puis ils demandaient aux élèves, aux maîtresses d'école, mais c'est qui vos meilleurs élèves, ça? Puis là, ils regardaient et on les invitait à aller au collège. Et c'était le curé qui s'arrangeait pour leur trouver une bourse si les parents n'avaient pas les moyens de le payer, ce qui était le cas la plupart du temps. Même qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on faisait même des tests de quotient intellectuel pour voir, dans les écoles primaires, pour voir ceux qui avaient le potentiel. Alors donc, on allait chercher, mais on allait chercher qui? Si on regarde un rapport de la Fédération des collèges classiques du Québec qui date de 1956, alors il y avait des chiffres très, très précis. Pour avoir les moyens financiers d'envoyer son enfant au collège classique dans les années 50, il y avait à peu près 20% de la population au Québec qui avait les moyens financiers de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il le faisait, il pouvait avoir une bourse aussi, mais on estimait que c'était 20%. Pour ce qui est des capacités intellectuelles, un quotient intellectuel de 115, c'était 20% de la population aussi. Donc, le recrutement du collège classique visait un 20% de gens. Ça ne veut pas dire que 20% allaient au collège classique. En fait, c'est 5% à peu près des gens d'âge scolaire, des garçons d'âge scolaire qui allaient au collège classique. Alors, donc, on ne visait pas nécessairement à recruter une élite. On visait à former une élite. C'est ça toute la différence. En fait, vous ne deviez pas être une élite en rentrant au collège, mais en sortant au collège. C'était un esprit de formation et non pas un esprit de dépistage. Et le collège faisait les comparaisons, par exemple, avec les frais de scolarité qu'il y avait dans les collèges privés en Ontario, aux États-Unis. Et à cette époque-là, c'était beaucoup plus élevé. Oui, en Ontario et encore plus aux États-Unis, il fallait être riche pour aller dans des collèges privés, mais ça n'a jamais été le cas au Québec. Et Lucien Bouchard, dont vous avez entendu le témoignage, en est un exemple. Son père était un camionneur. Il dit même un peu plus loin dans l'entrevue que son père était analphabète. Alors, il ne savait ni lire ni écrire. Et puis, ça ne l'a pas empêché le fils de devenir premier ministre du Québec. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est le collège classique. Le même Lucien Bouchard, s'il avait passé par la polyvalente, je ne sais pas s'il aurait monté aussi haut que ça. Oui. Le collège classique, c'est une très bonne question parce que j'aurais aimé en parler, mais je n'aurais pas le temps. Bien gros, ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. Le collège classique, c'était pour les garçons parce que le but, c'était d'abord de former des prêtres. Mais à partir au début du 20e siècle, il y a eu un débat, est-ce qu'on devait donner aussi l'enseignement classique aux filles? Et la réponse de l'Église, ça a été oui. Le premier couvent qui a donné le cursus classique, c'est l'école Marguerite Bourgeois-Montréal en 1908. Et puis, c'est dans les années 30-40 qu'il va y en avoir beaucoup qui vont se développer. Donc, à la fin, on donnait aussi le même, les religieuses dans les couvents donnaient le même cursus aux filles qu'aux garçons, mais pas nécessairement dans toutes les écoles. Mais là, ça pourrait être le sujet d'une conférence peut-être future là-dessus. Alors, je reviens à la question. Il y a un témoignage assez frappant sur les collèges classiques, c'est celui du grand comédien québécois Albert Miller. Albert Miller a fait son cours classique au Collège de l'Assomption, le même collège où je suis allé, moi d'ailleurs, et il bénéficiait d'une bourse de l'œuvre des vocations du diocèse de Montréal. Mais rendu à 15 ans, il avait renoncé au sacerdoce. Et par honnêteté, il décide d'écrire une lettre à l'œuvre des vocations disant qu'il ne voulait plus être prêtre. Alors, on lui répond que sa bourse va être maintenue tant que son comportement et ses notes feront que le collège va le garder comme élève.
Alors, même si on savait très bien qu'il n'avait pas la vocation, on le gardait pareil parce que ça aussi, c'est une légende qui a été répandue sur les collèges classiques, comme quoi que c'était une machine à vocation forcée. On rentrait au collège classique et on devenait obligatoirement prêtre. Alors, non, c'était pas ça qui était le but. Le but, c'était de former des élites sociales. Et bien sûr, le clergé, ça fait partie des élites sociales. Mais quel est le pourcentage qui allait vers le sacerdoce? Si on regarde, par exemple, un collège comme le Collège de Montréal, le Collège des Sulpiciens, au début du 20e siècle, il y avait 40 des finissants qui optaient pour la vie religieuse. Ça peut nous sembler impressionnant, mais en réalité, c'est qu'il y en a très peu qui se rendaient jusqu'au bout des études. Et ceux qui se rendaient, c'est ceux qui avaient l'intention d'être prêtres. Mais si on regarde le pourcentage de l'ensemble des élèves du Collège de Montréal, c'était seulement 10 qui se rendaient au sacerdoce ou à la vie religieuse. Alors, donc, c'est une légende, la légende des collèges de riches et des collèges de bolés. Alors, je vous en ai déjà parlé. Alors, regardons maintenant, c'était quoi les années. La division du collège classique, c'était 8 années d'études. La première année s'appelait éléments latins et ça correspond en fait à notre secondaire 2 parce qu'il faut tenir compte que le primaire, avant les fins des années 60, il était de 7 ans. Donc, on rentrait au niveau secondaire à 13 ans plutôt qu'à 12. Alors, c'est pour ça que j'ai retenu ici secondaire 2. Les 4 premières années, éléments latins, syntaxe, méthode et versification, on devait acquérir les bases linguistiques, en français bien sûr, mais en latin aussi. Et à partir de la 3e année, donc à partir de méthode, on introduisait le grec. L'enseignement du grec a toujours été un peu moins poussé que l'enseignement du latin, mais on l'introduisait quand même. Et après ces 4 années-là, on commençait à aborder vraiment la littérature classique. On l'abordait en latin, en grec, en français aussi. Et c'était les années de belles lettres et de rhétorique, qu'on appelle aussi parfois les humanités. Et les 2 dernières années, c'était Philo 1 et Philo 2. Et là, on abordait le thomisme, la philosophie d'Aristote. Et c'est aussi là qu'on abordait les sciences. Pour ce qui est des sciences, au collège classique, il y a une distinction à faire. On enseignait l'arithmétique, la géométrie, en fait les mathématiques, on l'enseignait à tous les niveaux. Mais les sciences qu'on repoussait à la fin du cursus, c'était les sciences plus techniques comme la chimie et la physique. Parce qu'on estimait que les mathématiques, c'était quand même un excellent moyen de développement de l'esprit logique. Et on l'introduisait. Il y avait peut-être moins de place que pour les langues, mais il y avait sa place. Mais ce qu'on n'introduisait pas, c'était les sciences plus techniques, comme la biologie, la physique, la chimie. Ça, on reportait ça à la fin. Et il n'y avait pas aussi beaucoup de place pour l'anglais. Ça, c'est un des reproches que les adversaires du collège classique ont fait, en disant qu'on enseignait assez peu et assez mal l'anglais. Quels étaient les auteurs privilégiés? On ne lisait pas de textes complets, on n'avait pas le temps. C'était des morceaux choisis, des extraits soigneusement choisis. Adiosum Delphini. Est-ce que vous connaissez le sens de cette expression? Levez donc la main, ceux qui connaissent le sens de cette expression. Adiosum Delphini. Un seul. Monsieur Châtelot, je ne suis pas étonné. Ça veut dire à l'usage du dauphin. Alors, c'est une expression courante qu'on utilisait pour dire que c'était les œuvres expurgées des passages immoraux, parce qu'il y en a beaucoup dans les œuvres antiques. Et évidemment, on ne mettait pas ça entre les mains des élèves. Alors, c'était des versions Adiosum Delphini. J'ai entendu dire par l'abbé Stanus qu'à l'école de Nuremberg, on avait fait une version Adiosum Delphini du roman de George Orwell, 1984. Parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a quelques passages un peu scabreux qu'effectivement, on ne devrait peut-être pas mettre entre les mains d'élèves secondaires. Puis ils ont décidé d'enlever ça parce que le livre est quand même très intéressant par ailleurs. Alors, c'est ce qu'on faisait.
avec des œuvres. Puis il y avait certains auteurs qui étaient complètement exclus, comme Aristophane, par exemple, chez les Grecs. Mais Aristophane, c'est le Molière des Grecs, et puis c'est vraiment de la grosse vulgarité, ces pièces-là. Alors lui, il était complètement exclu. Mais voyez un peu les noms: Cicéron, Virgile, César, Tacite, Tite-Live, Horace, Ovide, Plaute. Ça, c'est pour les latins. Chez les Grecs, Homère, Xénophon, Hérodote, Thucydide, Démosthène, Échille, Sophocle, Ésope, les fables d'Ésope, hein, comme les fables de La Fontaine. La Fontaine s'est inspiré beaucoup de Ésope. Pour ce qui est de la littérature française, on va l'introduire, mais à partir des années 1830. En 1832, les Jésuites ont fait une réforme de leur Ratio Studiorum. Le Ratio Studiorum originel date de 1599. Et il n'y avait pas de littérature française là-dedans. Mais la littérature française s'est développée au 17e, 18e, 19e siècle. Alors là, il fallait à un moment donné le modifier et on a introduit la littérature, mais la littérature classique du 17e. Dans les années 40-50, on ouvrait un peu la porte à certains auteurs plus modernes, en autant qu'ils soient de bons catholiques. Alors, par exemple, comme Claudel, Péguy et Guéon, ça, c'était des auteurs qu'on privilégiait dans nos collèges. Pour ce qui est de la philosophie, c'était résolument Aristote et saint Thomas. Il y avait quelques extraits de Platon et quelques autres philosophes, mais c'était vraiment axé sur ces deux-là. L'idée, c'est comme je vous disais, c'était de développer l'intelligence par la gymnastique. Alors, à quoi ça sert de connaître le latin ou le grec dans la vie réelle? Pas grand-chose. Mais par contre, les aptitudes intellectuelles que vous aurez développées en apprenant ça, elles vont vous servir par après. C'était plus difficile de faire des thèmes que des versions. Alors, il y avait une expression courante, les forts en thème. Alors, les forts en thème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nerds, hein, les espèces d'élèves très forts, mais qui manquent un peu d'habileté sociale, ou ce qu'on appelait avant, quand j'étais plus jeune, on appelait ça les bols, les bolés. Alors, mais dans le temps du collège classique, on appelait ça les forts en thème. Est-ce que la formation classique a laissé beaucoup de marques? Alors, quand on regarde dans la mémoire du cours classique de Claude Corbeau, les témoignages de ceux qui l'ont fait, il y a quelque chose qui est étonnant et qui peut être assez décevant. Les deux points que les anciens du collège classique semblent avoir le moins retenu, c'est l'enseignement philosophique et l'enseignement religieux. Le point qu'ils ont le plus retenu, c'est l'enseignement littéraire. Comment ça se fait? Là, il y aurait toute une réflexion à faire là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas au cœur de, je dirais, l'échec du collège classique et qui peut être une clé d'explication de la crise de l'Église, de Vatican II et tout ça? Mais les cours de philo, premièrement, étaient donnés jusque dans les années 1920, ils étaient donnés en latin. Claude Corbeau lui-même faisait remarquer que son père, qui avait suivi le collège classique, mais avant lui, dans les années 1910-1920, était bien étonné qu'au collège Brébeuf, on ne donnait plus, dans les années 1950, les cours de philosophie en latin. Alors ça avait été abandonné, mais on peut imaginer que donner les cours de philosophie en latin, ça pouvait être bon pour apprendre le latin, mais peut-être pas pour apprendre la philosophie. On reprochait aussi aux professeurs d'être un peu ennuyeux, les professeurs de philo qui utilisaient le manuel. Le manuel qui était à la mode dans les années 50, c'était le manuel de Grenier. Grenier, ça vous dit-tu quelque chose? Grenier. Hein, les plus vieux ici se souviennent peut-être que l'abbé Leroux nous avait donné des cours de philosophie à partir du manuel de Grenier. Je n'ai jamais vu un manuel aussi plate que ça. Moi, je l'ai lu, là, je lisais, je prenais des notes. Absolument impossible de retenir quoi que ce soit, à moins de l'apprendre par cœur. Et d'ailleurs, Lucien Bouchard, on ne le voit pas dans l'entrevue, mais lui, il a gardé un très, très mauvais souvenir du manuel de Grenier.
Je ne sais pas. Le manuel de Grenier, à mon avis, c'était un aide-mémoire pour un professeur qui connaît déjà bien ça, mais c'était vraiment pas le genre d'ouvrage à mettre entre les mains des élèves. Et un professeur qui était moins connaissant, qui était moins habile, pouvait pas vraiment l'utiliser comme manuel. Alors ça, c'est peut-être une clé d'explication. Les cours de philo n'étaient peut-être pas nécessairement toujours bien donnés. Mais ce qui m'a le plus frappé et le plus déçu, je dirais, dans les témoignages des anciens du Collège classique, c'est lorsqu'ils parlent de leur vie religieuse. Ça ne les a pas pénétrés du tout. Ils allaient à la messe à tous les jours, faisaient des dévotions. Et qu'est-ce qu'ils en ont retenu? C'était la discipline du collège, c'était la routine du collège. On s'y soumettait comme à toutes les autres disciplines, mais ça ne pénétrait pas de l'intérieur. Bon, ça, est-ce que c'est le témoignage? On a plus de témoignages de gens qui ont fait le cours classique dans les années 40-50, juste avant Vatican II. Si on avait des témoignages des gens qui l'ont fait au 19e, qui en sont ressortis alors que l'Église était restée catholique et la société restait catholique, on n'aura peut-être pas les mêmes témoignages. Mais il y a quand même une réflexion à faire à ce niveau-là. Mais je dois vous dire que je ne suis pas encore rendu au stade de l'avoir fait, mais je me suis posé la question. Beaucoup d'anciens du Collège classique disent aussi qu'on manquait de véritables maîtres. Alors, on avait des professeurs qui, finalement, répétaient le manuel, mais qui ne transmettaient pas grand-chose. Lionel Groulx s'en est bien plaint. Et c'est vrai que les collèges classiques au Québec, avant 1900, n'étaient pas d'une qualité extraordinaire. Il y avait des collèges diocésains, puis il y avait les collèges des communautés religieuses. Les collèges des communautés religieuses étaient peut-être un petit peu plus forts. Les collèges des jésuites étaient très forts parce que les jésuites ont une formation de 14 ans. C'est 6 ans normalement pour un prêtre, mais pour un jésuite, c'est 14 ans. Et souvent, les jésuites, en plus de leur formation de jésuite de 14 ans, ils faisaient des doctorats dans des universités laïques sur la chimie ou l'astronomie ou je ne sais pas quoi. Alors, les jésuites, c'était vraiment la crème de la crème. Les autres communautés religieuses, c'était moins fort. Et les collèges diocésains, ce qui était le cas de la plupart des collèges, c'était encore moins fort parce qu'on prenait finalement des grands séminaristes, on les faisait enseigner dans les classes en même temps qu'ils faisaient leurs études de théologie. Donc, finalement, ils n'étaient ni de bons professeurs, ni de bons théologiens. Ça va arrêter au 20e siècle. Au 20e siècle, on avait plus les moyens. On a séparé complètement la formation des grands séminaristes. Ils étaient dans un grand séminaire, ils n'allaient pas dans des collèges. Mais Groulx a eu sa formation à une époque où c'était moins développé. Alors, donc, on reprochait beaucoup le par cœur. Alors, l'enseignement, la pédagogie du psittacisme, alors ça c'est un nouveau mot que j'ai découvert, c'est ce qu'on appelle le par cœur, c'est l'enseignement du perroquet. Mais en fait, le vrai problème, c'est peut-être le choc des deux mondes. Alors, surtout après, je dirais, la Première Guerre mondiale, et encore plus après la Deuxième, bien, vous avez la société de consommation qui apparaît, l'American Way of Life, et c'était un univers tellement différent du collège que bien des étudiants avaient l'impression que leur collège, c'était finalement un monde à part, fermé, une espèce de temps de bagne que l'on devait faire, et après, on passerait à autre chose, et l'autre chose, c'était ça qui était sérieux, c'était la vraie vie. Les études scientifiques étaient présentes dans les collèges, mais à la fin du cursus, comme je vous le disais. Et le grand mathématicien français Henri Poincaré avait participé autour de 1900 au débat sur les collèges classiques en France, et il avait écrit un ouvrage sur les sciences et les humanités, où il soutenait la thèse que finalement les humanités, c'était la meilleure préparation qu'on pouvait avoir pour des études scientifiques. Alors, on n'était pas obligé de commencer des études scientifiques dès le début de l'adolescence. On développait des aptitudes intellectuelles et après, lui-même disait d'ailleurs que dans les cours qu'il donnait de mathématiques, il pouvait voir lequel de ses étudiants avait fait les humanités classiques et quel autre avait fait les humanités modernes, parce qu'en France, il y avait deux systèmes, humanité classique, humanité moderne, je vous en parlerai tantôt. Et lui, il disait, on voyait tout de suite que celui qui avait fait les humanités modernes, les humanités, je m'excuse, classiques, était plus apte à suivre
un raisonnement mathématique parce qu'il avait mieux développé l'esprit logique. Le sport et le scoutisme sont des éléments clés dans la formation du collège classique, et ça, la plupart des anciens en ont gardé un bon souvenir. Mais quand on parlait de sport, on se méfiait beaucoup du sport de compétition. C'était un sport de formation, hein, un peu dans l'esprit grec, un esprit sain dans un corps sain, mais on ne voulait pas que les collèges compétitionnent entre eux dans le sport, parce que ça, c'était la mentalité plutôt des collèges américains et qui se trouvent à faire du sport un but en soi plutôt qu'un moyen de développement. Moi, je suis allé, j'ai fait mon secondaire au Collège de l'Assomption. Ce n'était plus le collège classique, c'était dans les années 70. Et les deux matières privilégiées, les deux matières à prestige qu'il y avait dans mon collège, c'était les mathématiques et le sport. Comme j'étais bon ni en mathématiques ni en sport, je peux vous dire que j'en ai gardé plutôt un mauvais souvenir de ma formation secondaire, même si aujourd'hui je m'aperçois que mes profs n'étaient pas si mauvais que je pouvais le penser à l'époque. Mais donc, l'esprit du collège américain, c'est vraiment ça, le sport, c'est privilégié. On en faisait, mais dans un autre esprit. Par contre, le théâtre, ça, c'était les meilleurs souvenirs que les anciens des collèges classiques ont gardé, c'est probablement le théâtre. D'ailleurs, nous, on fait beaucoup de théâtre ici, puis je pense que ça va promettre les meilleurs souvenirs que nos élèves vont garder plus tard de l'École Sainte-Famille. Et au 19e siècle, les pièces de théâtre étaient jouées en latin, parfois même en grec. Alors ça s'est perdu avec le temps, et bon, c'était évidemment du théâtre classique. Il y avait quelques petits problèmes techniques qui se posaient. Qu'est-ce qu'on fait dans un collège de garçons avec les rôles féminins? Et là, les jésuites en discutaient entre eux, puis il y avait des positions différentes. Il y en a qui disent, on habille les garçons en femmes, puis ils jouent le rôle féminin. Il y en a d'autres qui disent, non, on choisit uniquement des pièces où il n'y a pas de rôle féminin. Ça, c'est assez rare. Puis il y en a d'autres qui disaient, on réécrit la pièce pour enlever les rôles féminins. Mais là, si vous mettez à réécrire une pièce de Corneille, est-ce que vous jouez encore du Corneille? Les jésuites, dans le Ratio Studiorum, au départ, c'était clair, il ne devait pas y avoir de rôle féminin dans les pièces, on ne devait pas habiller les garçons en femmes dans les pièces. Ça, c'était dans le texte original du Ratio Studiorum, mais après, ça s'est perdu, puis effectivement, on a habillé les garçons en filles. Alors, mais bon, ça posait un problème. Il ne faut pas penser que les gens qui étaient dans le collège classique étaient tous d'accord, que c'était unanime. Il y avait beaucoup de discussions entre eux, et c'est très intéressant de suivre les discussions puis les divergences de points de vue. Puis ça, on peut le suivre au Québec par une revue qui s'appelle Collège et Famille. C'était la revue des Jésuites qui était consacrée à l'éducation. Bon. Là, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend dans la pédagogie classique par éducation secondaire. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, l'éducation secondaire, c'est une question chronologique. Il y a d'abord l'école primaire de 6 à 11 ans, ensuite l'école secondaire de 12 à 17, et le cégep et l'université. Donc, le secondaire suit chronologiquement le primaire. C'est une distinction quantitative. Dans la pédagogie classique, c'est une distinction qualitative. Ça n'a pas rapport avec l'âge. Alors, il faut d'abord faire la distinction entre l'instruction et l'éducation. Mais ça, je pense que la plupart d'entre vous le comprenez bien. L'instruction, c'est d'acquérir des connaissances, des compétences, des habiletés. Mais l'éducation, c'est de développer la personnalité. Alors, c'est pour ça qu'on parlait de l'instruction primaire et de l'éducation secondaire. L'instruction primaire, c'est pour apprendre à lire, à écrire, à compter, apprendre aussi les codes sociaux. Autrefois, on ne voulait pas éduquer les enfants au primaire, on laissait ça aux parents. Mais depuis la réforme de l'éducation, l'État a pris la place des parents. C'est pour ça qu'on parle maintenant de l'éducation primaire. Avant, on parlait de l'instruction primaire. Mais cette instruction, il faut comprendre qu'elle peut être élémentaire ou supérieure. On peut être à l'école primaire jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans.
Qu'est-ce qui détermine ce qui est l'enseignement primaire de l'enseignement secondaire? C'est que l'enseignement primaire, c'est ce que tout le monde devrait savoir, les connaissances de base. Aujourd'hui, au Québec, on estime que tout le monde devrait avoir un secondaire 5. Donc, jusqu'en secondaire 5, on fait de l'école primaire. Il n'y en a plus d'enseignement secondaire. Même au cégep, on ne fait pas... Il y a certains éléments au cégep général, du moins, qui peut ressembler à ce qu'on appelait avant l'éducation secondaire. Mais encore là, non, parce que l'éducation qu'on a au cégep, soit est technique, et là, c'est une formation spécialisée, un peu comme à l'université, ou on la fait uniquement pour se préparer à l'université. Alors, l'éducation secondaire, c'est un but en soi. Ça ne doit pas être simplement une étape préparatoire à une autre. Quand on avait fait le collège classique, on avait fini nos études. Il y en avait très peu de gens qui allaient à l'université et on était considéré, quand on avait le baccalauréat du collège classique, on était bachelier, on était considéré comme au sommet des compétences, puis là, on faisait carrière. Ceux qui allaient à l'université, c'était ceux qui voulaient vraiment devenir des spécialistes, des chercheurs, des scientifiques. C'est pas le lot de tout le monde. Alors, l'éducation secondaire devrait être suffisante, mais nous, notre cégep, on ne le voit pas comme suffisant. Notre cégep général, c'est une étape pour rentrer à l'université. Alors, donc, une véritable éducation secondaire, bien, comme le nom le dit, c'est secondaire. C'est superflu, c'est pas nécessaire, c'est pas tout le monde qui en a besoin. C'est pour ça que ça se voulait élitiste. 5% de la population qui a une éducation secondaire, c'est bien suffisant. Tout le monde n'a pas besoin de connaître le latin, tout le monde n'a pas besoin de connaître le grec et la philosophie d'Aristote. C'est l'élite sociale qui a besoin de connaître ça, mais la grosse masse des gens n'ont pas besoin de cette éducation secondaire. Alors, l'éducation secondaire est fondée sur une culture générale désintéressée. Elle vise à former l'intelligence et le caractère, non pas à accumuler des connaissances. Ce n'est pas l'érudition qu'on va chercher, c'est la formation. L'érudition très avancée, vous allez aller chercher à l'université plus tard. Ça peut être par exemple, un historien, bien, il va chercher une érudition, mais on ne va pas à l'éducation secondaire pour devenir historien. Et notre formation universitaire, maintenant, c'est une formation... vous savez, c'est comme s'il y a un décalage. Notre primaire, il va en secondaire 5. Notre cégep et notre baccalauréat universitaire, c'était un peu ce qui était avant le secondaire. Et maintenant, pour avoir du véritable universitaire, c'est-à-dire de la véritable spécialisation scientifique, il faut aller au niveau de la maîtrise ou du doctorat. C'est comme si on avait tout décalé, le système, mais c'est plus que ça. C'est que vous remarquerez que l'éducation secondaire a été bouffée par le primaire qui monte et l'universitaire qui descend. Ça, on le voyait en France, par exemple, dans le débat sur les humanités classiques, les humanités modernes. Alors, c'est comme si le primaire ambitionnait à prendre la place du secondaire. Ici, au Québec, par exemple, les frères enseignants, les frères des écoles chrétiennes, les maristes et tout ça, avaient développé des écoles qu'on appelait ils donnaient le cours commercial. Ça visait essentiellement à former des gens qui travailleraient dans le commerce, l'administration et tout ça. C'est un peu l'équivalent du HEC aujourd'hui. Et quand vous aviez à l'époque une 11e année commerciale, ça arrêtait en 11e année, vous étiez très instruit, là, autant que si vous avez un bac universitaire en administration aujourd'hui, on vous donnait des postes de responsabilité dans les entreprises et tout ça. Alors, ça avait quand même un certain prestige, mais ça n'avait pas le prestige des écoles classiques, évidemment. Or, les frères voulaient que leurs écoles commerciales soient appelées le secondaire commercial. Les collèges classiques s'y opposaient. Ils disaient, non, vous ne prendrez pas le mot secondaire parce que ce que vous donnez, ce n'est pas une formation secondaire. C'est une formation primaire à laquelle vous rajoutez une formation spécialisée technique. Vous faites une instruction primaire, vous ne donnez pas une éducation secondaire. Mais il se trouve que les frères ont quand même gagné, puis dans les années 50, leurs écoles s'appelaient écoles secondaires commerciales. Alors, ils s'étaient accaparé le mot secondaire, mais c'est une toute autre optique. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans toute l'histoire de l'éducation au Québec les rivalités qu'il y a entre communautés religieuses. Les frères
était en lutte contre les jésuites. Et savez-vous que celui qui a aboli les collèges classiques et qui a créé les cégeps, c'est un frère mariste, le frère Jean-Paul Desbiens. Et je me demande si ce n'est pas la victoire, finalement, des frères contre les jésuites. Mais... oui. Vous avez un exemple concret d'éducation secondaire? C'est dans quel cours? Un cours de quoi c'est une éducation secondaire chez les classiques, chez les classiques? Tous les cours étaient dans une optique d'éducation secondaire. L'optique, c'est de développer la personnalité et le caractère. À l'intérieur même d'un cours de mathématiques? Que ce soit par le théâtre, que ce soit par le sport, que ce soit par l'enseignement religieux, tout ça, l'objectif, c'est de former un être qui, après, va apprendre les choses dont il va avoir besoin pour son travail. Oh, le temps file, alors je vais être obligé d'aller un petit peu plus vite. Alors, ça vient de quand, le cours classique? En fait, ça vient de l'humanisme de la Renaissance. Alors, vous savez qu'à la Renaissance, 1450, 1500, la civilisation gréco-latine est revenue à la mode. Non pas qu'on l'avait oublié au Moyen Âge, non, on continuait à enseigner le grec, le latin, et à étudier tout ça au Moyen Âge, mais on ne le valorisait pas autant qu'on va le faire à la Renaissance. Mais dans cet humanisme de la Renaissance, il y a du bon puis il y a du mauvais. Le bon, c'est que effectivement, oui, les Grecs et les Romains ont beaucoup à nous apprendre à toutes sortes de niveaux. Le mauvais, c'est que la Renaissance est allée aussi rechercher le paganisme qu'il y avait chez les anciens. Alors, donc, c'est toute la dérive néo-païenne de la Renaissance. Mais les Jésuites, on pourrait dire qu'ils ont comme christianisé la Renaissance. Hein, c'est une formule qu'on emploie. On dit Saint Thomas d'Aquin a christianisé Aristote. Les Jésuites, eux autres, ont christianisé l'humanisme gréco-latin en l'émondant de tout ce qu'il pouvait y avoir de païen. Et ils vont en faire finalement un fer de lance de la chrétienté pendant plusieurs siècles. Alors, les Jésuites, c'est vraiment eux qui ont repoussé le protestantisme en Europe, qui ont étendu l'Église catholique à l'échelle du monde. La Nouvelle-France, c'est essentiellement l'œuvre des Jésuites. Ils ont développé à Rome le collège, il y avait le collège romain des Jésuites, qui était le collège modèle, si on veut, de la pédagogie classique. Et ce collège va devenir plus tard l'université grégorienne, qui existe encore aujourd'hui. Alors, le but du Ratio Studiorum, du plan d'études des Jésuites, c'est de former les soldats du Christ dans le monde. Et plusieurs auteurs font des parallèles entre le Ratio Studiorum et les exercices spirituels de Saint Ignace, qui sont conçus un peu dans le même esprit, dans un esprit très militaire, mais un esprit aussi qui s'adresse d'abord aux laïcs qui vivent dans le monde, ou aux clergés qui vivent dans le monde. Les Jésuites, c'est une communauté monastique, mais qui vit dans le monde. C'est pas des cloîtrés, là, c'est pas des bénédictins ou même des dominicains. Alors, donc, on retrouve, semble-t-il, le même esprit dans les deux documents. Il y en a qui trouvaient qu'on insistait trop sur l'Antiquité païenne et que ça pouvait menacer le christianisme. C'est une grande querelle qu'il y a eu au 19e siècle autour de Monseigneur Gaume, qui disait il ne faut pas apprendre le latin à partir des auteurs païens. Donc, il ne faut pas apprendre le latin classique de Cicéron, il faut plutôt apprendre le latin d'Église à partir d'auteurs chrétiens, comme Saint Augustin, par exemple, ou les auteurs du Moyen Âge. Alors, Monseigneur Gaume détestait l'Antiquité, valorisait le Moyen Âge, et ça a fait beaucoup de bisbilles, y compris chez nous au Canada. Il y a l'abbé Alexis Pelletier, qui était un gaumiste inconditionnel. Alors, ici, à l'École Sainte-Famille, on a eu aussi un prêtre, un moment donné, qui était un gaumiste inconditionnel. Alors, vous en souvenez sans doute. Dans les milieux traditionnalistes, c'est une querelle qui est encore ouverte. Le pape Pie IX avait tranché la question
en disant, en revoyant les deux camps dos à dos, en disant, bon, on peut apprendre le latin et le grec à partir des auteurs païens expurgés de ce qu'ils ont des moraux ou de ce qu'ils ont de païens, et aussi des bons auteurs, des pères de l'Église et tout ça. Alors, il n'a pas vraiment réglé la question, mais la question est encore, anime encore certaines personnes. Avant le Ratio Studiorum des Jésuites, quelle était la pédagogie qu'on employait au Moyen Âge? Ben, en fait, il n'y en avait pas. La pédagogie, c'était une invention du 17e siècle, comme science, comme discipline. L'art d'enseigner, on ne réfléchit pas à ça dans l'Antiquité ou au Moyen Âge. Dans l'Antiquité ou au Moyen Âge, on se demande qu'est-ce qu'il faut enseigner. On ne se demande pas comment il faut l'enseigner. Pourquoi? Ben parce qu'on avait un des élèves brillants. Hein? Au Moyen Âge, vous aviez 7% des gens qui savaient lire et écrire. Alors, avec l'invention de l'imprimerie, puis avec le développement des écoles catholiques dans les temps modernes, on arrive à 20% de gens qui savent lire et écrire, mettons, à la veille de la Révolution française. Donc, passer de 7% à 20%, c'était déjà toute une étape. Mais à 7%, là, il n'y avait pas des classes. Puis, en fait, on enseignait aux élèves un peu à la manière dont on enseignait un métier dans les corporations de métiers. Alors, il y avait un maître, puis il donnait l'apprentissage individuel. Il pouvait avoir plusieurs individus. Les élèves un peu plus vieux pouvaient aider les plus petits, mais il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de technique d'enseignement. Ce n'était pas nécessaire, parce que dès qu'on avait un élève qui avait la moindre difficulté d'apprentissage, il s'en allait ailleurs, c'est tout. On n'avait pas besoin de savoir lire et écrire pour vivre au Moyen Âge. Alors donc, vous savez, si vous avez un élève brillant, vous n'avez pas besoin de professeur, hein? Ou un professeur nul va quand même réussir à faire un bon travail avec un élève brillant. C'est quand vous avez plus d'élèves qui sont moyens que là, vous avez besoin d'un meilleur professeur. Puis si vous avez des élèves en difficulté, là, vous avez besoin d'un super bon professeur. Aujourd'hui, on veut que 100% des gens sachent lire et écrire. Bien, c'est sûr qu'on va avoir des gens, des fois, un peu en bas de la moyenne là-dedans. Et il faut développer des techniques pédagogiques. Et on en a développé, et les Jésuites ont été à l'avant-garde de ça. Vous savez que le fameux Ratio Studiorum, c'est le premier traité de pédagogie de l'histoire de l'humanité. Il va y en avoir d'autres par la suite. Aujourd'hui, il y en a une pléthore, mais le premier, ça a été celui des Jésuites. Alors, il fallait développer la science pédagogique parce qu'on avait des élèves plus nombreux, mais moins motivés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va diviser ça, les élèves en classes niveau. On va développer la méthode de l'enseignement magistral. Donner comme une conférence que je fais présentement, ça n'existait pas au Moyen Âge, ça. On parlait individuellement avec son élève. On allait dehors, on se promenait, puis on jasait. Des manuels scolaires pour standardiser, ça c'est une invention du 17e siècle. Les tableaux, invention du 17e siècle. Un système d'émulation, des récompenses aux élèves qui réussissent, des punitions à ceux qui ne font pas bien ça. Ça n'existait pas au Moyen Âge, on n'avait pas besoin de ça. Et finalement, toute une discipline de vie scolaire parce que les collèges des Jésuites vont être formés beaucoup de pensionnaires. Alors donc, c'est toute la vie, là, 24 heures par jour qu'il fallait encadrer. Le collège des Jésuites à la Flèche en France, ça a été un collège modèle et c'est à partir de lui que va être fondé en 1635 le collège des Jésuites à Québec. Ça, c'est impressionnant. Il y avait 300 personnes en Nouvelle-France. 300 personnes, puis on décide de former un collège classique. Voyez-vous comment l'Église avait la préoccupation de l'éducation. On aurait très bien pu dire, bien, sur nos 300, on va avoir 3-4 élèves, on les enverra étudier en France et tout. Non, non, on voulait ouvrir un collège, même si on avait très, très peu de personnes. Mais la grande question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi étudier une langue morte? Hein, le latin, c'est une langue morte. À quoi ça sert? Le grec en vaut plus. Bien, il faut savoir qu'à l'époque, le latin n'était pas une langue morte, justement.
Alors, c'était la langue internationale de l'Europe. Là, je vous parle au moment où on rédige le Ratio Studiorum en 1599. Alors, c'était la langue de l'Europe, la langue commune. Et même en France, la majorité des Français ne parlaient pas le français. On parlait le français autour de Paris, mais la majorité des Français parlaient encore un patois. Et donc, finalement, quand on arrivait dans un collège de jésuites avec des Français qui venaient de toutes les régions, ben, il fallait qu'ils apprennent une langue seconde. Ça pouvait être le latin, ça aurait pu être le français, mais on a décidé que c'était le latin plutôt que le français. Et pourquoi le latin plutôt que le français? C'est parce que les langues européennes n'étaient pas encore formées. La première langue européenne qui va se former, qui va être vraiment structurée et qui va avoir une littérature, qui va produire une littérature comparable à celle de l'Antiquité, ben c'est le français. Mais les autres langues, l'italien, l'allemand, l'anglais, ça va se développer beaucoup plus tard. Le français a été un peu à l'avant-garde, si on veut, du développement grâce à la fondation de l'Académie française en 1634. Je vais sauter sur la querelle des anciens et des modernes, mais pour vous expliquer pourquoi on utilisait le... Bon, là, vous avez compris pourquoi on utilisait le latin, parce que c'était encore une langue vivante. Maintenant, la méthode d'apprentissage des textes, c'est ce qu'on appelait la prélectio. Alors, c'est qu'on pourrait traduire par prélection, par lecture préalable. Le professeur lisait le texte latin en classe devant ses élèves. Ensuite, il faisait la traduction devant eux pour leur expliquer toutes les difficultés. Et ensuite, il leur expliquait les leçons qu'il fallait tirer de ce texte-là. Là, est-ce que ce n'est pas une méthode où on met un peu tout cuit dans le bec de l'élève? Hein? Où est-ce qu'il travaille l'élève là-dedans? Là, je me suis aperçu, moi c'est mon réflexe, mais là je me suis aperçu à quel point j'étais un professeur moderne et que j'ai vraiment une approche moderne de la pédagogie, où il faut que l'élève découvre lui-même. Il faut que par son effort, par son travail, il arrive à ce que le professeur sait déjà. Est-ce que c'est la bonne méthode? Bien, écoutez, s'il est capable d'arriver par lui-même à ce que le professeur sait déjà, mettez le prof à la porte. Il ne sert à rien, le prof. Mais la conception classique de l'éducation, elle est autre, c'est celle du maître. En fait, oui, le professeur fait tout le travail devant l'élève. L'élève, après, fait le même travail en imitant le professeur. Et plus tard, beaucoup plus tard, il pourra devenir lui-même créatif et faire ses propres recherches. C'est un petit peu, on utilisait en littérature, en fait, la même méthode qu'on utilisait autrefois en peinture dans les écoles de beaux-arts. Comment formait-on des peintres dans les écoles de beaux-arts avant la révolution culturelle des années 60? Bien, ils copiaient des grandes peintures de la Renaissance. Ils faisaient exactement comme les maîtres. Aucune créativité, aucune initiative, mais ils apprenaient à bien peindre, par exemple. Puis après, ils pouvaient faire leur propre peinture. Et les critiques que l'on a faites contre le collège classique à l'effet que ça tuait la créativité, l'initiative, la personnalité, bien, c'est les mêmes critiques qu'on faisait sur les écoles de beaux-arts. Alors, on a insisté plus sur la créativité que sur la technique dans les écoles de beaux-arts. Et puis, ben là, on arrive avec des peintres qui jettent un pot de peinture sur un mur puis qui nous font croire que c'est une œuvre d'art. Je ne sais pas si ceux qui sortent des écoles de beaux-arts aujourd'hui seraient encore capables de faire les exercices qu'on demandait aux peintres étudiants dans les années 20-30. J'en doute beaucoup. Mais au fond, l'apprentissage par l'imitation des maîtres, par l'imitation des anciens, c'est peut-être ça la bonne méthode. Mais évidemment, on ne peut pas traiter beaucoup de textes. Alors, un principe de base de la pédagogie classique, c'est enseigner peu, mais enseigner mieux. Des courts textes, mais qu'on étudie à fond. Et là encore, je me suis aperçu en lisant ça à quel point j'étais un professeur moderne. Moi, je voudrais faire tout connaître aux élèves. Puis je voudrais qu'ils lisent tous les textes. Alors, je voudrais étendre leurs connaissances au lieu d'approfondir leurs habiletés.
c'est peut-être pas la meilleure approche. Regardez ce que l'écrivain québécois Victor Barbeau disait de l'enseignement classique, puis ça rejoint un petit peu ce que Lucien Bouchard disait sur l'idéalisation de la cité antique. Parce que la cité antique qu'on nous présente dans le cours classique, Rome, Athènes, ça ne correspond pas à la réalité historique. C'était pas si beau que ça, puis c'était pas si admirable que ça, l'Antiquité. Écoutez, une société qui pratique l'esclavage, là, et puis qui s'amuse à aller voir du monde mangé par des lions, il y a des petits problèmes aussi en quelque part. Mais ça, on ne rentrait pas ça dans le cours classique. En classe, nos maîtres tiraient pudiquement le rideau sur les petitesses et les bassesses de ce monde. Ils ne nous laissaient respirer que la vertu, l'héroïsme, les actions d'éclat, le cid polieux. Et c'est tant mieux. Nous habitions un univers où les crimes eux-mêmes avaient de la grandeur, de la puissance. Nous pleurions sur Antigone, Édipe, Andromaque, Esther. En ménageant ainsi notre sensibilité, le cours classique en a, en définitive, étendu le champ et prolongé la fraîcheur. Tout le monde restait à découvrir, à palper, à savourer. La moindre brindille allait nous émerveiller. Parce qu'une des choses qu'on reprochait au collège classique, c'était de vouloir éduquer les adolescents en vase clos, sans qu'ils connaissent la vraie vie, le vrai monde. On disait, quand ils vont sortir du collège, ils vont être perdus. Ben là, je veux dire, dans nos polyvalentes, ils sont perdus pendant 50 ans. C'est le monde qui rentre aujourd'hui. Aller à l'université, je ne sais pas si... Moi, ça me ferait... Quand je vais à l'Université Laval, là, présentement, j'ai l'impression d'être dans un centre d'achat. Hein, il y a des affiches publicitaires partout, puis tout le monde se promène, tout le monde est pressé. Et où la vie culturelle là-dedans? Moi, je ne la vois plus. Le monde est rentré. Bien, le collège classique, c'était le contraire. C'était effectivement un univers claustral, une espèce de monastère, et c'était voulu. Et ce qui est intéressant avec le témoignage de Victor Barbeau, c'est qu'il dit, bien, au lieu de nous renfermer, ça nous ouvrait. Ça nous ouvrait parce qu'on était plus approfondis. Les Anglo-Saxons ont gardé un petit peu du collège classique dans ce qu'on appelle les liberal arts. À l'Université Concordia, par exemple, il y a un programme de l'université de premier cycle qui s'intitule Liberal Arts. Et le Liberal Arts est fondé sur ce que les Américains appellent les Great Books. Ça, c'est en 1953 que l'Encyclopédie Britannica a établi la liste des ouvrages que tout le monde devrait avoir lu. Il y en a à peu près une centaine. Et si vous avez lu ça, vous avez une très, très solide culture générale. Ça va de l'Antiquité jusqu'à... Et même ça rentre des auteurs chinois comme Confucius et jusqu'à des auteurs très modernes. Alors, on essayait d'identifier c'est quoi la culture qu'un honnête homme aujourd'hui, en plein 20e siècle, devrait avoir. Et en 1987, il y avait un écrivain américain, un philosophe américain qui s'appelle Alan Bloom, qui avait écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit, The Closing of the American Mind, qui a été traduit en français, mais le titre français ne reflète pas bien l'esprit du livre. Le titre français, c'était L'âme désarmée, essai sur la culture générale. En fait, ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais The Closing of the American Mind, ce qu'il voulait dire, lui, il attaquait en fait la révolution culturelle des années 60, et il disait qu'au nom de l'openness, hein, c'était l'ouverture, l'openness, hein, ça c'était le mot sacré dans la révolution des années 60, et il disait en fait l'openness a tout simplement fermé l'esprit des jeunes Américains. Alors il fait un petit peu un jeu de mots là-dessus. Et lui, il prônait finalement un retour à cet esprit des liberal arts. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme un retour à la pédagogie classique? Oui et non. Et là, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les liberal arts anglo-saxons et la pédagogie classique des jésuites. Ils ont quand même des points en commun. Alors, dans les liberal arts et dans le Ratio Studiorum, vous allez avoir le culte du passé, le primat des lettres sur les sciences, l'importance accordée à la culture générale,
un esprit anti-utilitariste et anti-mercantiliste, et l'idée d'une éducation secondaire, d'une formation désintéressée d'un être humain. Mais où est-ce que ça se sépare? Bien, en un mot, c'est que les liberal arts ont un esprit protestant et le Ratio Studiorum a un esprit catholique. En quoi peut-on voir ça? Bien, les liberal arts vont insister sur la philosophie du 18e siècle plutôt que sur le rationalisme, sur toute la littérature rationaliste du 18e siècle, plutôt que sur le classicisme du 17e. On va insister sur la philosophie des Lumières plutôt que la philosophie thomiste, même s'il y a un petit peu de Saint Thomas, mais c'est bien plus Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et tout ça, les grands philosophes anglais aussi comme Locke, Hobbes. Alors c'est eux qui vont être privilégiés. Dans les liberal arts, nous avons une vision anthropocentrique, c'est centré sur l'humanité, alors que dans le Ratio Studiorum, c'est une vision théocentrique, c'est centré sur l'Église, mais l'Église au sens surnaturel, l'Église qui est l'incarnation du Christ qui se continue, là. L'Église invisible, si on veut. On pourrait reprocher aux liberal arts de ramener sous une autre forme le néopaganisme de la Renaissance, alors que le Ratio Studiorum, lui, entendait christianiser la Renaissance. Et dans les liberal arts, ça c'est assez frappant, bien, c'est des connaissances encyclopédiques. On veut que le gars, il connaisse tout et qu'il ait tout lu. On veut en faire un pic de la Mirandole. Hein? Alors que dans la pédagogie classique, on veut développer l'art de raisonner et de s'exprimer. Les connaissances encyclopédiques, ce sera après. Je dirais que les liberal arts veulent faire des têtes bien pleines et le Ratio Studiorum des têtes bien faites. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre le même objectif en étudiant des langues modernes au lieu d'étudier des langues anciennes qui sont maintenant mortes et qui sont inutiles? Est-ce que l'apprentissage d'une langue ou d'une autre, est-ce que ça ne développe pas les mêmes aptitudes? Et c'est effectivement ce qu'on a fait en France avec une grande réforme en 1902. Cette réforme-là touchait les écoles d'État. Ça ne touchait pas les écoles libres, qu'eux autres restaient, c'était ce qu'on appelle au Québec les écoles privées, et eux autres restaient attachés à l'esprit du Ratio Studiorum. Mais dans les grandes écoles d'État étaient restées aussi attachées pendant tout le 19e siècle au Ratio Studiorum. Hein. Napoléon Bonaparte avait une admiration pour les jésuites. Il a voulu garder ce type d'éducation-là, mais avec la montée de l'anticléricalisme à la fin du 19e, bien là, on est arrivé avec un nouveau projet. C'est ce qu'on appelle en France, qu'on appelait, maintenant ça a disparu, mais on appelait ça les humanités classiques et les humanités modernes. Au Québec, on n'a jamais utilisé cette expression-là parce que les humanités, en soi, c'est classique. C'est un peu comme un pléonasme de dire les humanités classiques. Mais c'est parce qu'en France, il y avait ce programme des humanités modernes qu'il faut distinguer des humanités classiques. Dans les deux cas, on gardait le primat des études littéraires. On forme l'intelligence par les lettres plutôt que les sciences. OK, ça va. Mais on remplace finalement le latin et le grec par des langues vivantes, le français, l'allemand et l'anglais. Et on va privilégier les auteurs romantiques du 19e siècle plutôt que les auteurs classiques du 17e. Un argument qui était employé par les partisans des humanités modernes, c'était que, on est en 1900 à peu près, ben que les jeunes Français de 1900 n'étaient plus capables de comprendre la langue de Corneille. Le français avait tellement changé, surtout l'esprit de la société, de la culture avait tellement changé, qu'ils ne pouvaient plus comprendre Corneille. Donc, on était mieux de lui faire lire des grands auteurs modernes qui étaient plus proches de leur réalité. Alors, c'est là d'ailleurs que Victor Hugo a remplacé Corneille comme la vedette de l'histoire littéraire française. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce que les jeunes Français sont encore capables de comprendre Victor Hugo? Pas sûr. Alors, voyez-vous, la langue vivante, elle évolue. Elle ne peut pas être classique parce qu'elle n'est pas fixe. L'avantage avec le latin et le grec, c'est qu'ils n'évolueront pas. Donc, ça
crée comme une stabilité, un peu comme un pilier qui est inébranlable. Alors que vouloir faire d'une langue vivante un pilier, OK, vous allez avoir votre pilier, mais il repose sur du sable mouvant. Il change. Donc, vous n'aurez pas une permanence dans votre esprit. Ça va être la révolution, permanente. Au niveau de la philosophie, on remplace saint Thomas par Kant. Donc, il y a un esprit nettement scientiste dans le programme des humanités modernes. Et c'est certain qu'il était animé par un anticléricalisme. Alors, quand vous êtes contre le latin, fouillez, là, en quelque part, vous êtes contre l'Église. C'est presque inévitable. C'est la fameuse formule de Voltaire qui disait « Au collège, j'ai appris du latin et des sottises. » Alors, vous savez à quel point il était anticlérical. Là, il faut comprendre la distinction entre le classicisme, le rationalisme et le romantisme. Alors, c'est trois choses, mais pas mis dans le même ordre. Quand on parle du classicisme du 17e siècle, par exemple la littérature de Corneille, la foi est au-dessus, la raison est en deuxième place et la passion est en troisième. Vous avez les trois éléments. Il y a beaucoup de passion aussi dans les pièces de Corneille et de Racine, mais c'est une force qui doit être subordonnée à la raison et la raison elle-même doit être subordonnée à la foi. Au 18e siècle, avec le rationalisme du siècle des Lumières, vous avez déjà une première révolution intellectuelle. On met la raison au-dessus de la foi, mais la passion reste en bas. C'est pour ça que des fois, quand on lit des auteurs du 18e, on trouve qu'ils ne sont pas si pires par rapport à... Ils ont quand même beaucoup de bons points. Mais au 19e, autre étape de la Révolution, là, c'est la passion qui est mise au-dessus. La foi en deuxième place. Il y a quand même une foi chez les auteurs romantiques du 19e siècle, des Chateaubriand, des Victor Hugo, tout ça, ça croyait en Dieu. Mais leur Dieu, c'était peut-être le grand architecte de l'univers des francs-maçons, là. Mais il y avait quand même une certaine foi en quelque part, c'était pas des athées. Mais la raison, non, la raison est plutôt très mal vue par les romantiques. Bon, maintenant, au 20e siècle, là, je ne sais pas où on en est rendu, j'ai mis anarchisme, il n'y a plus rien. C'est à la fois le désordre intérieur et le totalitarisme extérieur. Alors, un grand défenseur de la pédagogie classique au Québec, ça a été Monseigneur Georges Courchaine, qui était préfet de l'École normale de Nicolet et qui va être nommé évêque de Rimouski en 1940 à peu près. C'est peut-être un des derniers grands intellectuels qu'on a eu parmi nos évêques. C'était un disciple et un ami de Lionel Groulx. C'était l'adversaire dans l'épiscopat québécois dans les années 40. C'était l'adversaire de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Charbonneau, qui lui était très à gauche, très socialisant. Il y avait même, paraît-il, parfois certains bons mots sur Staline. Et celui qui lui tenait tête dans l'épiscopat, c'était Monseigneur Courchaine. Or, il a écrit un livre remarquable qui s'intitule « Nos humanités ». Il a écrit ça en 1927, parce que déjà le Collège classique commençait à être pas mal critiqué chez nous. Et il a voulu le défendre. Et il le défendait, mais tout en voulant l'adapter. Hein? Alors, c'est pas resté immobile, là, la pédagogie classique pendant 300 ans, là, 300 ou 400 ans. Alors, il y a une certaine ouverture. Comme par exemple, au niveau des mathématiques, il dit oui, il faudrait enseigner un peu plus les mathématiques, mais dans un esprit classique, c'est-à-dire l'enseigner comme moyen de développement de l'esprit logique. Et il y a tout un chapitre là-dessus sur la manière dont on doit enseigner les mathématiques. Il fait la même chose avec l'histoire, par exemple, ou avec d'autres. Bon, je n'ai pas tout lu, son livre, c'est une brique de 720 pages. Il y a beaucoup de choses. Mais ça, je pense que ça mériterait d'être étudié à fond, cet ouvrage-là. Alors, un point particulier. Pourquoi le grec et le latin plutôt que les langues modernes? Alors, il insiste là-dessus, la supériorité des études gréco-latines
Bon, premièrement, il affirme que le latin, c'est la langue de l'Église et que tout antilatinisme reflète un certain anticléricalisme. Les humanités modernes qui ont été adoptées en France reflètent le complexe d'infériorité de la France face à l'Allemagne et à l'Angleterre. Et ça, c'est vrai que les Français ont été très ébranlés par leur défaite contre l'Allemagne en 1871. Et vous savez, quand on est battu, on essaye d'imiter son ennemi. Ça c'est systématique. On essaye d'imiter les méthodes de l'ennemi pour lui prendre notre revanche. Alors, on avait l'impression que l'Allemagne, c'était plus avancé que la France sur le plan scientifique et technique, et que c'est parce qu'eux autres n'étaient pas attachés aux études gréco-latines. Donc, la langue allemande avait quelque chose de moderne, de scientifique en soi. Remarquez qu'aujourd'hui, les Français font le même raisonnement avec l'anglais. Je me souviens du directeur du Business School of Paris, alors, qui dit que l'anglais, c'est plus moderne et ça va nous permettre de faire plus d'argent. Alors, c'est son argument. L'anglais, c'est plus moderne. Alors, on va faire plus de commerce si on parle anglais. Ben oui, les Phéniciens, ils en faisaient du commerce, ils parlaient-tu anglais, eux autres? Le commerce, ça peut se faire dans n'importe quelle langue. Mais enfin, quoi qu'il en soit, et puis le complexe aussi par rapport à l'Angleterre, qui était la puissance dominante. La supériorité des langues mortes, c'est qu'elles sont effectivement plus difficiles, mais ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Ça exige plus d'efforts, donc c'est plus formateur. Parce que le passage d'une langue analytique à une langue synthétique, c'est une gymnastique intellectuelle difficile. Une langue synthétique, les langues modernes sont synthétiques, c'est-à-dire que le rôle grammatical du mot dépend de sa place dans la phrase. Sujet, verbe, complément, habituellement. Donc, c'est en jouant avec la place des mots, alors qu'en latin, vous le savez, c'est avec les déclinaisons et la place des mots n'a pas d'importance. C'est ce qu'on appelle une langue analytique. Donc, si on traduit du français à l'anglais, ça exige un certain effort, mais beaucoup moins que si on traduit du français au latin. Premièrement, parce que c'est le français et l'anglais sont deux langues synthétiques, mais pas rien que ça aussi, c'est que c'est des langues modernes, donc c'est assez facile pour nous de comprendre l'esprit d'une langue de notre époque. C'est beaucoup plus difficile de se plonger dans l'Antiquité. Mais si vous vous plongez dans l'Antiquité, vous sortez de l'enfermement moderne. Hein? La querelle, là, j'ai sauté l'étape sur la querelle des anciens et des modernes, mais il faut quand même que j'y revienne. Pourquoi ça peut être utile de se plonger dans le passé? Les philosophes des Lumières ont dit non, l'âge d'or, il n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. C'est vers l'avenir qu'il faut se tourner, pas vers le passé. C'est Benjamin Franklin qui disait « Je suis heureux de vivre à notre époque parce que c'est une époque plus éclairée qu'il y a 2 siècles. Mais j'aurais aimé mieux vivre dans 2 siècles parce que ce sera une époque plus éclairée qu'aujourd'hui. » Un des aspects fondamentaux de la révolution intellectuelle qui s'est faite au 18e siècle, c'est qu'on ne situait pas l'âge d'or à la même place. Traditionnellement, on situe l'âge d'or dans le passé. Même Homère situait l'âge d'or dans le passé. Vous lisez par exemple dans l'Iliade, à un moment donné, il y a des guerriers qui lancent des roches. Et Homère nous dit « Ouais, mais c'est des petites roches à côté de ceux que leurs ancêtres étaient capables de lancer. » Parce que les ancêtres étaient encore bien plus forts que les héros de la guerre de Troie. On était toujours plus forts dans le passé. L'âge d'or était dans le passé. Maintenant, il est dans l'avenir. Mais il y a une différence entre l'avenir et le passé. C'est que le passé, on peut le connaître. L'avenir, on ne peut pas le connaître. C'est quoi l'avenir? Comment peut-on nous inspirer de l'avenir? Impossible. Alors, quand les modernes, les modernistes nous parlent de l'avenir, dans le fond, ils ne font que prendre le présent et en accentuer les tendances. L'avenir, ça va être aujourd'hui, mais en plus fort. Et donc, dans le fond, vous vous enfermez dans le présent, vous ne vous ouvrez pas l'esprit. C'est là le closing of the American mind dont parlait Alan Bloom. Alors que si vous allez dans le passé, vous avez un point de comparaison avec le présent. C'était différent dans le passé, vous avez un point de comparaison qui vous permet de développer l'esprit critique. Si votre point de comparaison, c'est uniquement l'avenir,
Vous ne pouvez pas développer l'esprit critique. Vous ne pouvez même pas développer l'innovation. Vous allez rester figé dans un éternel présent, un présent qui a toujours existé et qui existera toujours, comme dans 1984, dans le roman 1984. Alors ça, c'était la querelle, j'ai été obligé d'y revenir, mais enfin, quoi qu'il en soit, les langues modernes, nous renferment dans le déjà connu, alors que les langues anciennes ne sont pas un but, mais un moyen, ça je l'ai déjà dit. Le grec et le latin nous rattachent à nos racines nationales, en tant que Canadiens français ou en tant que Français. Mais même, on pourrait dire, un Allemand ou un Anglais peut s'identifier à la Grèce et à Rome aussi. Donc, tout le monde occidental se rattache plus à ces traditions par le respect dont on entoure le grec et le latin. L'anglais, c'est bon l'anglais, oui, bien sûr, mais ça développe la communication, mais ça ne développe pas le raisonnement. Alors, Monseigneur Courchaine dit qu'un imbécile polyglotte reste un imbécile. Vous avez beau parler 10 langues, là, si vous ne connaissez rien, vous allez dire les mêmes niaiseries dans 10 langues. Et en quoi le fait d'apprendre une langue supplémentaire développe votre logique, votre capacité? D'autant plus qu'en général, quand on apprend une langue autre, on l'apprend de manière très superficielle. C'est rare les gens qui sont capables de connaître 2 langues parfaitement et d'être aussi à l'aise, à moins qu'il ait été élevé dans les 2 langues, là. Mais votre langue seconde sera toujours beaucoup plus faible. Donc, finalement, votre niveau culturel va descendre avec le bilinguisme. Ça n'aide pas à le monter. Ça va vous aider à communiquer, bien sûr, à voyager, bien sûr, mais ça n'élèvera pas vos capacités de raisonnement ou votre logique ou même vos connaissances. Hein. Alors, quand on voyage pour se promener d'un McDonald's à un autre ou d'un Holiday Inn à un autre, on pense qu'on acquiert de la culture, je ne suis pas sûr. Mais le grand reproche que l'on faisait à la pédagogie classique, c'était surtout son caractère antidémocratique. Et ici, il y a une phrase très frappante d'un historien français qui était très à la mode au début du 20e siècle, Charles Seignobos, qui disait « Notre enseignement secondaire classique est celui qui conserve le plus notre ancien régime. Il est fondé sur un principe aristocratique ouvert seulement aux enfants de la bourgeoisie qui peuvent payer. Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans quelle mesure il est encore verbal et claustral. Il n'est donc pas démocratique et il n'est qu'imparfaitement scientifique. » Alors donc, vous voyez, c'est vraiment l'aspect de la démocratie qui est le principal reproche que l'on fait à l'éducation classique. Et voici quelle était la réponse de Monseigneur Courchaine. Il disait « La déchéance, la plébéisation des professions libérales. » Moi, j'ai été avocat. Hein. Je peux vous dire que autrefois, au Québec, quand on a fait le cours classique, un avocat, c'était quelqu'un. C'était respectable. C'était une espèce d'élite, une espèce d'aristocrate. Je peux vous dire que les avocats que j'ai connus, moi, ils ne sont pas aristocrates pantoute. Ils peuvent être très, très plébéiens, même très, très vulgaires, ce qui ne les empêche pas d'avoir les connaissances techniques qui sont nécessaires pour faire leur travail. Mais il n'y a pas cette plébéisation des professions libérales, je pense qu'on la voit encore beaucoup plus aujourd'hui qu'on la voyait en 1927. Alors, donc, c'est précisément la plébéisation des professions libérales, c'est précisément ce que veut, obscurément peut-être, la démocratie, qui déteste ce qui se distingue d'elle et qui est l'esprit cultivé, l'homme qui, en dehors de son métier, a des clartés de tout, l'homme original ou capable de le devenir, qui peut-être aura une pensée par lui-même et ne pensera pas selon sa classe et selon son parti, qui ne pensera pas tributime, en somme, hein, une réflexion de tribu, finalement. L'esprit grégaire de la démocratie, l'important, c'est le consensus. Hein, mais le consensus, c'est quoi? C'est la tribu qui est d'accord entre elles. Cela va de soi, elle déteste l'individu, ou mieux la personnalité. L'éducation secondaire classique développe une autre intelligence que l'intelligence collective, et c'est contre cet intellectualisme trop aristocratique à son goût que la démocratie s'élève. Alors, en d'autres mots,
Je dirais que l'éducation classique, c'est un rempart contre le totalitarisme. Alors, je me rappelle d'un passage de 1984 qui disait « Ce à quoi on revenait, c'est Orwell qui écrit, ce à quoi on revenait invariablement, c'était l'impossibilité de savoir ce qu'avait réellement été la vie avant la Révolution. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, et celui qui a le contrôle du futur a le contrôle du présent. Cela s'appelle le contrôle de la réalité. »